Bonsoir et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Au Togo, tout comme dans la plupart des pays africains, nombreux sont les jeunes qui, bien qu'ayant suivi des formations post-baccalauréat, se retrouvent confrontés à un manque sévère d'emploi. Aujourd'hui, le numérique étant un secteur qui génère de nombreuses offres d'emploi et des formations adaptées et qui recrute de plus en plus, il urge de préparer la jeunesse togolaise à l'avenir numérique afin qu'elle réponde aux futures exigences du monde professionnel. Quels sont donc les enjeux stratégiques de la formation numérique et quelles sont les compétences numériques nécessaires pour contribuer aux enjeux du développement national? Ce sont là les principales questions de notre discussion de cet après-midi. Pour en parler de ma gauche vers ma droite cet après-midi, je suis avec Emefa Pegba. Elle est technicienne, voilà, elle est tech entrepreneur, voilà, et manager, voilà, elle est manager de General e-Technopole Salle, une entreprise qui produit des solutions techniques et fournit des formations dans le domaine numérique. Ensuite, nous avons Darwin Yaovi. Vous aurez l'occasion de le découvrir tout au long de l'émission. Il est cofondateur de la start-up Dashmake. Ensuite, à ma droite, Bemiga Ogubi. Il est le directeur technique général et cofondateur de DIS, entendez Digital and Innovation Service. Enfin, Augustin Badjene, il est développeur Java Full Stack à AC3I Africa. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, cet après-midi, je suis avec des jeunes qui sont dans le numérique et vous avez aussi compris que l'essor du digital au Togo s'accompagne d'une forte poussée de jeunes entrepreneurs qui sont déterminés à réussir dans le numérique. Chers amis, bonsoir et bienvenue à Podium Jeunesse. Merci. C'est vrai que certains diraient que ce n'est pas important, mais c'est important de savoir ce que c'est que le numérique. Et Mefa, comment peut-on définir le numérique? Aujourd'hui, je peux définir le numérique comme une discipline, un domaine. Parlant de domaine, c'est un domaine qui est lié basiquement à un ordinateur, un matériel, à Internet. Donc, tout ce qui est lié à Internet, à l'informatique, aujourd'hui est numérique en termes de compétences, en termes de services, produits et aussi en termes d'applicabilité en fait. Donc il n'y a pas que l'équipement, mais il y a aussi le côté applicatif, non logiciel. Comme avant on parlait de logiciel, mais aujourd'hui on parle plus d'application. Application, équipement, entre parenthèses ordinateur, téléphone, ensemble donne un résultat qui est produit, service numérique. Darwin souriait, un ajout. Non, je vais dans la droite ligne de ce que Mefa vient de dire. Je crois que par opposition à l'analogie, le numérique, c'est le processus de digitalisation. C'est quelque chose qui a trait à l'Internet plutôt qu'au manuel. Voilà. C'est vrai que le numérique affecte la plupart des domaines aujourd'hui. Et pourquoi dit-on que la formation compétente numérique constitue le nouveau défi de l'Afrique ou du Togo? Bemiga. On dit que le numérique constitue le nouveau défi pour l'Afrique parce qu'aujourd'hui, en termes d'investissement, lorsqu'on regarde les chiffres, il y a de plus en plus d'investissements étrangers sur l'Afrique. Et les Africains doivent pouvoir profiter de l'opportunité qu'offrent ces investissements. Et pour ça, il faut avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, on doit avoir une formation bien dédiée au numérique parce qu'actuellement, lorsque les jeunes finissent leur formation, même dans le numérique, par rapport au programme africain, on constate qu'ils sont quand même obsolètes par rapport à l'avancée du numérique qui va très vite. Donc, ça constitue un défi parce que les entreprises, demain, doivent pouvoir profiter de ces investissements-là. Donc, c'est ce que merci beaucoup, Augustin. Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense que le numérique, c'est un défi vraiment pour l'Afrique. Je vais aller telle une démonstration. Vous avez aujourd'hui, de la même manière qu'au XVIIIe siècle, nous avons vécu
la révolution industrielle. Aujourd'hui, nous vivons une révolution informatique, en fait. Et du coup, c'est une thématique qui touche tout le monde, pas seulement l'Afrique, mais le monde entier. Mais en quoi ça constitue vraiment un défi pour l'Afrique? Je crois que c'est si 65% des jeunes en Afrique ont moins de 24 ans. Et il y a une projection des Nations Unies sur l'horizon 2050 qui dit que d'ici 2050, il y aura 35% d'Africains sur l'ensemble de la jeunesse mondiale. En gros, miser sur la jeunesse africaine aujourd'hui, c'est en fait miser sur l'avenir, pas seulement du continent africain, mais du monde entier. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut miser. Il ne faut pas aller chercher loin, il faut juste puiser dans la question de l'heure, c'est le numérique. Nous vivons une ère numérique, il faut aller puiser là-bas. C'est ce qu'il faut miser. Et du coup, la question, elle est simple, c'est un défi pour l'Afrique, quoi. C'est de la même manière que quand vous avez un tel quota, si vous donnez une formation adéquate, ça avantage. C'est de la même manière que si la formation n'est pas adéquate, tu as 35% de chaos, quoi. Je vois. Voilà. Merci, Darwin. Je crois que c'est un défi, c'est un challenge. Et surtout pour nos gouvernants, c'est un challenge parce que aujourd'hui, les métiers au numérique sont les métiers de l'avenir. Pour l'Afrique, je crois que la plus grande partie des investissements doit désormais commencer à s'orienter vers le numérique. Parce que, honnêtement parlant, on a de bonnes têtes qui sont bien faites. Seulement, parfois, c'est un peu les diplômes comme l'anthropologie, la littérature, la sociologie, les lettres modernes. Alors même qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin des inventeurs. Je crois que également, pour pouvoir dire, c'est le challenge que s'est donné le Next Einstein Forum, qui est aujourd'hui un organisme au niveau de l'Union africaine qui voudrait vraiment promouvoir les sciences, promouvoir l'innovation. Merci beaucoup. Et Mefa, tu ne nous dirais pas qu'on a déjà tout dit? Non. Moi, pour compléter, beaucoup de choses ont été dites. Mais pour compléter, il y a un phénomène qu'on appelle leapfrogging. C'est le saut. Yeah. Donc, en numérique, le leapfrogging permet à l'Afrique de rattraper facilement ces écarts par le numérique. Donc, en ce sens que c'est vraiment un défi pour nous. Si aujourd'hui l'Afrique veut remonter vraiment la pente, veut vraiment assurer ce qu'on se dit développement durable, le numérique est notre outil principal, primordial pour les gouvernants, pour le peuple, pour tous les acteurs en fait, parents, dans tous les domaines. Le numérique peut aider l'Afrique si l'Afrique s'approprie vraiment du numérique pour vraiment combler cet écart-là qu'il y a entre nous et les autres États. Par exemple, le mobile money, c'est bizarre, personne ne le dit, mais ça vient de l'Afrique. Donc vous voyez que en s'appropriant déjà de ces compétences, de ces innovations, l'Afrique peut vite relever le défi. C'est ce que j'avais ajouté. Merci beaucoup. Avant d'évoluer, je vais vous inviter à suivre une vidéo qui a été réalisée par l'association Les 10 000 codeurs et le centre de formation ABGIS, deux structures qui se sont données comme vision de combler le gap qu'il y avait entre les écoles, les entreprises et les centres de formation. On suit African Geek, vidéo 1. Le football, c'est sa vie. Il connaît tout. Les règles, les tactiques, le jargon, les joueurs, les transferts. Il aurait aimé devenir pro, mais...
D'accord. Oh, mais j'ai cadré, j'ai tiré, non, c'est pas ma faute, c'est pas ma chose, j'ai pas la BS dessus, j'ai pas la BS. Ça glisse, mais c'est pas ma faute, mais j'ai pas ça glisse. Ça glisse, c'est pas parti comme ça. C'est pas ma faute, non. Ça, c'est bien, Joseph. Il aurait pu trouver toutes les justifications. La semaine dernière, c'était à cause du soleil. Mais le soleil m'a piqué les yeux. Il y a trop de soleil ici, ça pique. Ensuite, c'était le sable. Il y a trop de sable sur le terrain, c'est la faute du sable. Et une fois, il nous a même sorti cette excuse. Ah, j'ai mes règles. Oh. Laissez-moi tranquille, j'ai mes règles. Une chose est sûre, autant Joseph aime ce sport, mais qu'est-ce qu'il est nul sur le terrain. Il ferait mieux de trouver une alternative s'il veut que sa passion devienne son gagne-pain. Ce ballon. Oh là là. Regardons la baisse des tirs. Je crois que c'est fini. Et là, les Guinéens sont en train de quitter le stade. 3 buts à 0. Le stade se vide. Eh oui. 3 buts à 0. Devenir pro, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ce que Joseph est sur le point de comprendre, c'est qu'il existe d'autres métiers en relation avec le foot. C'est fait ce soir. Un chef de village reste un chef, même quand il a des sandalettes. Bonjour et bienvenue dans l'émission Initiative Sport, l'émission qui vous parle sport et économie. Aujourd'hui, nous recevons le créateur que tout le monde du football s'arrache, Monsieur Joseph Pili pour son application Foot and Stat. Racontez-nous votre parcours et votre histoire, nous voulons tout savoir. Oui, effectivement, je suis très fier du succès de l'application Foot and Stat, application qui permet de voir de manière instantanée les statistiques de son prochain adversaire. Je suis moi-même un très grand fan de football. Je n'ai pas pu devenir pro malgré à défaut d'intégrer un centre de formation de football, j'ai intégré un centre de formation pratique en informatique, ce qui m'a permis de développer cette application et donc réaliser mon rêve, à savoir marquer l'histoire de ce sport de manière définitive. Merci de revenir avec nous. Et mes fins, ça fait bien rire. Oui, ça c'est... Mais pour toi, quel message cette vidéo véhicule? Ce qu'on ne peut pas faire par d'autres moyens, on peut le faire par d'autres moyens qu'on se donne. Et moi, déjà, ce qui m'a ému, il n'a pas baissé les bras. D'abord, il a été persévérant. Et grâce aux problèmes qu'il a eus, il a trouvé une solution à beaucoup de personnes grâce au numérique. Donc ça veut dire que le numérique offre des milliers d'opportunités de réaliser ce qu'on ne peut pas réaliser sur le terrain. Augustin? Ouais, justement, moi, la vidéo, je l'avais visualisée en temps. Ça doit faire il y a 3 ans, je crois. C'est justement au moment où je me cherchais également. Ce qui m'a vraiment intéressé dedans, c'est la passion. En fait, ça part toujours de quelque part. Pour créer, tu verrais quelqu'un exercer un métier, il a de l'argent dedans, mais il n'est pas forcément à l'aise, quoi. Épanoui. Tu vois, il n'est pas épanoui, merci. Et puis, tu vois par exemple un footballeur sur le terrain, il s'amuse et à la fin, on lui donne de l'argent, quoi. Donc, c'est ce qui m'intéresse en fait dans la vidéo. Passion. Il est parti d'une passion. Il aime vraiment le football, mais avec les pieds, il ne pouvait pas. Il est rentré dans l'ordinateur. Mais avec le numérique, il a pu contribuer. Réaliser. Il est parti de quelque part. Avec les pieds, il ne pouvait pas réaliser. Il est allé sur l'ordinateur. Et au final, dans le football, il brille. Pas comme il aurait souhaité, mais il est épanoui. Mais il brille quand même. Voilà. Bemiga? Ok, merci. Pour moi, ça rejoint un peu la définition que je me fais du numérique. Parce que le numérique, ce n'est pas que l'informatique, c'est aussi l'innovation. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je définis le numérique comme l'ensemble des innovations qui bouleversent le monde aujourd'hui sur le plan sociologique, le plan économique et tout. Et ça, c'est l'exemple palpable de cette transformation. Donc, si aujourd'hui on a des passions qu'on ne peut pas réaliser quand même grâce au numérique, on peut aider d'autres personnes à atteindre l'objectif, à réaliser la passion. Et ça devient également pour nous une passion. Merci beaucoup, Darwin. Merci. Pour moi, Joseph, c'est un peu moi. C'est un peu toi, tu as déjà adopté son nom. Voilà, c'est un peu moi, c'est ce parcours atypique qui balance du droit vers le numérique. Et je crois que c'est
c'est un peu la majorité des jeunes Togolais qui aujourd'hui se lancent dans quelque chose, soit parce que le papa voudrait que je me lance, mais qui se retrouvent au fait à voir qu'ils ont d'autres aptitudes, d'autres ambitions. Et à défaut de ne pas être le meilleur dans ce qu'ils voudraient faire, ils abordent le numérique. Et à part le droit, le numérique est, en plus de la médecine, la deuxième matière qui est dense, qui embrasse presque tous les domaines. Donc, à défaut de jouer à la guitare, on peut... Voilà, exactement. Je vois, merci beaucoup. Dites-moi, quels sont les enjeux stratégiques de la formation au numérique, MEFA? C'est nombreux. Aujourd'hui, les enjeux stratégiques, quand il s'agit de la formation numérique, c'est énorme en fait. Certain. Mais ce qui est magnifique et qu'aujourd'hui nos parents et vraiment les décideurs doivent comprendre n'est pas que dans le numérique un programmeur. Quand on entend numérique, on se dit il faut que la personne apprenne la programmation. Il faut que la personne soit informaticien. Non. Aujourd'hui, le numérique permet à tout le monde, quelle que soit votre compétence basique, de s'approprier d'un outil. Et maintenant, de vraiment répondre à des solutions, disons, à des problèmes, de répondre à de fournir des solutions à des problèmes. Exemple, on parle de e-santé aujourd'hui. Ce n'est pas tous les docteurs qui sont dans le e-santé, mais les docteurs travaillent avec des programmeurs, avec des gens qui sont dans le social pour fournir une plateforme numérique adressée à la santé. On parle d'agritech. Je suis en même temps en train d'énumérer. Oui, je comprends. On parle d'agritech. Aujourd'hui, l'agriculture n'est plus ce qu'on pense. Aujourd'hui, grâce à la technologie, on a des robots, on a des drones qui sont là, qui peuvent mesurer les aires cultivables. Grâce à ces aires cultivables, quelqu'un peut savoir déjà si il cultive 1 hectare, il sait déjà sa production, déjà toute la chaîne, il connaît sa rentabilité grâce au numérique. On parle aujourd'hui du green tech. Donc, grâce aux technologies, on arrive à faire de l'énergie, des domaines vraiment sensibles. Donc, aujourd'hui, sont programmeurs, ceux qui sont dans le numérique, mais quelqu'un qui a fait de la communication, qui a fait la série A4, c'est-à-dire la littérature, peut faire la communication et se spécialiser en communication digitale. Et là, tout ce qu'il fait, sa communication, c'est l'outil numérique. Et ces personnes-là arrivent même à avoir des compétences de manager de contenu numérique, ce que les Blancs appellent aujourd'hui Digital Content Manager. C'est des gens qui sont dans les 2 000 €, 3 000 € par mois. Oui. Et pourtant, la personne a commencé une série littéraire, est partie vers la communication, mais est allée vers le digital. Donc aujourd'hui, c'est de pouvoir être spécialiste, de pouvoir aussi être spécialiste dans notre domaine, mais d'ajouter le numérique pour répondre à un besoin. Ceux-là à qui nous devons répondre à ces besoins-là sont sur Internet. Aujourd'hui, on voit des services de livraison. Tu commandes ta nourriture sur une application, tu reçois ça à la maison. Tu achètes en ligne, tu vois une image sur Facebook, on met le prix. Tu en as besoin, mais tu n'as pas le temps d'aller au marché. On vend même en ligne? Oui. Moi, je n'ai plus le temps d'aller au marché. Il y a beaucoup de choses que je vois en ligne. J'achète sur Mia Plenou, par exemple. C'est togolais et ça bosse bien. Ma souris, c'est Mia Plenou qui m'a livré ça. Donc, c'est des domaines où les gens peuvent travailler dans ces domaines-là, vivre de ce domaine, faire du commerce en ligne, utiliser le numérique pour la médecine, pour l'agriculture, utiliser le numérique pour le droit. Aujourd'hui, il y a combien de juristes spécialisés en numérique? Si j'ai un problème avec une société purement numérique, combien de juristes au Togo peuvent m'aider? Ce sont des compétences que nous pouvons chercher sur Internet par des cours, que nous pouvons aussi chercher en allant là-bas et en revenant, bien sûr.
Mais le défi se prononce de plus en plus avec l'exemple des juristes. Le défi dont nous avions parlé en début d'émission. C'est un défi. Aujourd'hui, je crée un logiciel. Je suis, par exemple, j'étais chez un incubateur. Je crée un logiciel, l'incubateur m'a incubé. Je quitte l'incubateur garde mon innovation. Je ne veux pas parler. Il y a une situation comme ça. Je ne veux pas trop parler ici où le créateur aujourd'hui est démotivé. Il n'est même plus le père de son innovation. C'est un incubateur qui est le père de son incubation. Ça, un juriste, en principe, doit pouvoir trancher cette affaire-là. Mais il n'a pas les compétences nécessaires. J'ai connu un monsieur, lui, il a fait l'Angleterre, il est juriste, mais spécialisé rien que dans le numérique. Je ne sais pas s'il est toujours à Lomé. Même s'il y a des Togolais, ils sont en train de vendre leurs compétences ailleurs. Donc, ce sont vraiment des défis beaucoup. Aujourd'hui, votre travail, c'est purement numérique. On a quitté un monde d'analogique et on est rentré dans le numérique. Donc, ce sont des défis. Il y a beaucoup de Merci défis. beaucoup. Bébiga, un ajout? Je dirais que en plus de ça, l'enjeu aujourd'hui aussi est beaucoup économique par rapport aux entreprises parce que pour les entreprises doivent se placer sur le marché international et pour ça, si on n'a pas de compétences dans le domaine du numérique, forcément on se limite un peu. Et en termes de défis aussi pour les entreprises, c'est de pouvoir mettre en place des solutions qui peuvent se mettre sur le marché international, comme par exemple aujourd'hui on a WhatsApp, on a Instagram, Facebook, qui sont utilisés dans le monde entier. C'est vrai qu'on fait du numérique aujourd'hui, on sort des solutions, mais le défi pour nous aussi, c'est de pouvoir créer des solutions qui seront utilisées dans le monde entier et qui seront adoptées par le monde, plutôt que les gens produisent et qu'on consomme tout le temps. Donc, merci beaucoup. Augustin, aujourd'hui, tu exerces dans le numérique, mais je ne pense pas que c'est le domaine professionnel que tu visais après ton bac. Comment ça s'est fait que tu t'es retrouvé dans le numérique? Quel est ton parcours? Le truc aussi, c'est qu'après mon bac, je ne savais vraiment pas ce que je devais faire. Je savais quand même que j'avais un bac C. Je savais quand même que j'aimais les maths. C'est vrai, les maths plus que les physiques, bien sûr. Je ne voulais pas tout de suite également trancher. Donc, quand j'ai approché des gens, les conseils que j'ai eus et tout ça, c'est vrai que déjà en première, je connaissais un site, Open Classroom. J'étudiais déjà quelques cours dessus, mais ce n'était pas à fond. Moi, je touchais, dès que j'entends un truc qui est lié au binaire, à l'algèbre, au numérique, à l'arithmétique et tout ça, moi, ça me plaît, je m'approche tout de suite, en fait. Et du coup, je ne voulais pas me perdre. On m'a dit, rentre dans les maths. Jusqu'à ce que tu n'aies ta licence, tu auras tes idées beaucoup plus claires parce que dès que tu auras ta licence, on m'a dit, dès que tu auras ta licence, c'est un professeur qui m'a dit ça, dès que tu auras ta licence de surcroît en maths, le fait de vouloir migrer vers d'autres formations comme l'informatique ou les télécommunications, tout ça, parce que tout ça me passionnait, mais je ne voulais pas trancher dès la première année. Est-ce que ça veut dire de passer 3 ans à réfléchir sur ce qu'on veut vraiment faire? Peut-être qu'il s'est dit, parce qu'au final, ça m'a aidé. Peut-être qu'il s'est dit que j'aurais... parce qu'aujourd'hui, les maths m'aident beaucoup à résoudre certains problèmes en développement. La logique déjà que j'ai acquis en maths, les cours d'algèbre, on a même fait des cours d'algorithmique quand j'étais en 2e année. Mais comment est-ce que tu as ta rencontre avec le numérique? Ma rencontre avec le numérique, déjà en première, je codais. J'utilisais du HTML et du CSS. Ça s'arrêtait là, parce que c'est ce que j'avais appris sur Open Classroom, en fait. Et j'avais l'amour pour ça, mais je ne savais même pas qu'il y a un métier derrière. Moi, je faisais juste parce que j'aimais le truc. Quand c'est numérique, j'aime quoi. Donc, il faut dire que je me suis vraiment approché du numérique et
je l'ai pris en main. Je l'ai pris en main, je crois, déjà quand j'étais en deuxième année de mathématiques, on faisait déjà des cours d'algo et tout ça. Donc, une fois, je voulais... Ce que je voudrais dire précisément, quand est-ce que la voie était ouverte pour toi et tout était clair et que tu t'es décidé de travailler dans le numérique? C'est en deuxième année. Okay. C'est en deuxième année de mathématiques. On faisait des cours d'algorithmique qui étaient des cours de... C'est criminel en fait. Tu fais des cours d'informatique. Tu fais des cours d'informatique sur une feuille en fait, quoi. Tu codais sur une feuille, genre... Et pourquoi tu dis que c'est criminel? C'est criminel, tu as dit. La programmation dans ce pays en 2 ans sans vraiment toucher, ok, je vois. Bah, mais quand même... Mais quand même, c'est... Mais comment es-tu arrivé à acquérir les compétences Java? Les compétences Java, c'est avec Dimi Coder. Ok. C'est avec Dimi Coder. Et ça s'est passé comment? Bah, j'ai eu enfin la licence en mathématiques et je voulais plus aller vers les masters, je voulais plus faire un truc purement théorique. Je voulais vraiment faire un truc qui pourrait me profiter tout de suite. L'employabilité dont tu es en train de parler, bien sûr. Et j'ai fouillé et puis je suis tombé sur 10 000 codeurs. J'ai essayé de poser des questions aux gens qui forment dans les formateurs et 10 000 codeurs, bien sûr. Et j'ai approché des gens, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le faire au Togo. La seule option qui me restait, c'était soit à Abidjan ou soit au Sénégal. J'ai tout de suite choisi Abidjan, justement, parce que j'aime le show également. Oui. Et c'est vite fait, quoi. On dirait que la Java te passionne. Java purement à fond, je te jure. Merci beaucoup. Et qu'en est-il de Bemiga? Moi, je voulais être pilote. Wow. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre la programmation et l'une de mes distractions, c'est de faire du pilotage en simulation. Ok. Donc, j'ai commencé avec les maths physiques également. Et à l'université publique, pour suivre les cours, il fallait, dans les amphis, sauter un peu partout, se trouver une place. Et puis, un jour, je regardais la télé, j'ai vu qu'il y avait une opportunité de bourse à Aegis. Et puis, j'ai emmené plutôt un cousin voir. Et puis, la secrétaire me disait, mais tu peux quand même aussi déposer ton dossier, puisque l'informatique t'intéressait. Tu avais accompagné un cousin? Oui, parce que lui, on avait vu ensemble, lui, il voulait faire la GRH. Mais moi, ça ne m'intéressait pas vraiment. Donc, je l'ai accompagné et la secrétaire a dit, tiens, tu peux déposer ton dossier, puisque moi, je lui ai dit que je voulais faire la télécommunication à la base. Parce qu'en Afrique, il faut avoir 2 rêves. Quand tu as un grand rêve que tu ne peux pas réaliser. A et puis un rêve B. Il faut avoir un rêve B que tu peux réaliser. Donc, je m'étais toujours dit que si ce n'est pas le pilotage, c'est que je serai dans le domaine de la technologie. Donc, comme ça, j'ai commencé. Et puis, j'ai compris que c'était un domaine où je pouvais réaliser beaucoup de choses si je me lance des défis. Et pour l'anecdote, c'est qu'il y avait un camarade qui suivait des cours de HTML, CSS dans un bouquin. Je lui ai dit de me passer le bouquin. Il a dit non, qu'il ne me passe pas le bouquin, mais qu'il m'envoie vers Open Classroom. Et pour le défier, j'étais revenu le lendemain avec un site complet parce que j'ai passé toute la nuit dessus. Donc, c'est devenu une passion et c'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à maintenant. Et jusqu'à créer 10. Oui, ça a été... Et quel service vous offrez précisément à 10? Au niveau de 10, nous faisons de la digitalisation de business, e-commerce, e-agriculture. Mais nous faisons aussi du marketing digital. Le marketing digital, pas pour la visibilité des entreprises, mais plutôt pour créer du chiffre d'affaires. Et ça, nous le faisons en mettant déjà en place maintenant de la donnée. Parce que l'Afrique n'est pas encore au stade de l'intelligence artificielle. Nous passerons au stade de l'intelligence artificielle. Mais pour le moment, il faut mettre en place les données pour pouvoir arriver à l'étape de l'intelligence artificielle. Et c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup. Nous entendons parler de Dashmake depuis plusieurs années. Qu'est-ce que c'est en réalité, Dashmake? D'accord, merci. Et Dashmake, c'est une start-up. C'est une start-up cofondée par 4 Togolais.
Moi-même, je suis cofondateur. L'ambition de DashMake, c'est de créer des solutions innovantes qui répondent à des problématiques de l'heure. Et notre première solution, c'était une solution de gestion des géolocalisations des sinistres. Parce que la problématique à la base, c'était de pouvoir accélérer le temps de traitement d'une déclaration quand une personne est victime d'un accident. C'est sur cette solution que nous nous sommes fait connaître. Mais aujourd'hui, DashMake évolue tant dans la prestation de services, solutions, logiciels, informatiques aux entreprises, mais également nous voulons évoluer vers l'InsurTech, donc les solutions aux assureurs, parce que nous avons vu que la problématique de l'accident, c'est vrai, ça concerne les gouvernants. Et à défaut de pouvoir avoir toutes les autorisations requises, on peut pour le moment travailler avec les particuliers, donc les entreprises qui sont dans le domaine des assurances. Vous n'avez qu'un seul rêve, c'est le rêve avec grand A. Pas d'alternative. MFA, de récentes études ont prouvé le rôle majeur des compétences numériques pour les emplois futurs. On peut donc mesurer tout l'enjeu que représente cela pour la jeunesse togolaise, la formation au numérique. Donc, pouvez-vous nous parler des prérequis pour l'accès aux formations en numérique? C'est important, je crois que c'est ce qui intéresse les jeunes qui nous suivent en ce moment. J'aime démocratiser les choses, j'aime vraiment un côté décalé de la chose. S'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont passés par les séries littéraires, les séries gestion, qui ne se découragent pas. J'ai rencontré un gars qui a eu le bac D, mais il est trop bon en programmation, et qui a eu le bac A4, mais qui est trop bon en programmation. La programmation, il faut les basiques de la science. Moi, j'ai eu le bac scientifique parce qu'il fallait que je sois docteur. J'ai d'ailleurs fait une année en médecine. Médecin. Il fallait que je sois docteur comme papa. J'ai d'ailleurs passé une année à faire la médecine. Donc, c'est vrai, il faut avoir des basiques en sciences pour faire la programmation. Mais en réalité, la programmation, c'est un langage. Mais cette fois-ci, ce n'est pas des lettres en réalité, mais c'est 1 et 0. Okay. Donc, quel que soit aujourd'hui votre background en programmation, background en études, d'abord, en choix, en tant que jeune, dans les séries, vous pouvez utiliser le numérique pour faire de la programmation. Et vous pouvez aussi utiliser le numérique pour aller de l'avant. Donc, quel que soit aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché son parcours. Oui, parce qu'il fallait aller en Côte d'Ivoire avant de faire une formation. Darwin, nous allons faire un jeu. Java. En attendant, tu passes ton micro à MFA. Okay. Voilà. Merci. Son parcours m'a beaucoup touché parce qu'il fallait aller en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ces formations-là. Nous, on a une académie de formation en numérique. Il n'y a pas que la programmation. À Lomé ici? Oui. On vient d'ouvrir, Technopole vient d'ouvrir son académie numérique de formation en compétences numériques. Donc, il n'y a pas que la programmation. Donc, quel que soit le background, déjà on est d'accord aujourd'hui que quel que soit le bac que vous avez, et d'ailleurs même déjà en classe de 3e, après le BPC, vous pouvez déjà commencer à être formé en programmation. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui sont trop bons en programmation juste après le bac. Je ne sais pas si Dodi Bonfou pouvait me le permettre de le dire à la télé. Quand je l'ai connu, il avait seulement son bac, mais il a produit des livres où des gens utilisent ça en France dans les grandes universités pour enseigner. On s'écrit, mais je ne sais plus son parcours aujourd'hui. Mais rien qu'avec le bac, Dodi Bonfou a produit un livre que des gens utilisaient dans les universités françaises pour apprendre aux gens à programmer. Donc, quel que soit votre niveau, vous pouvez apprendre à programmer aujourd'hui. Maintenant, il faut des structures. Mais déjà, on peut commencer par les cours en ligne.
Moi, il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui, je ne l'ai pas fait à l'école. On a eu les basiques de programmation à l'école, mais beaucoup de langages. Par exemple, Python, je ne l'ai pas appris à l'école. Donc, on ne doit pas forcément avoir une base scientifique avant de pouvoir... C'est ça que je veux qu'on démocratise ce soir. Il ne faut pas seulement... Vous avez une preuve ici, non, Daoui? Daoui, tu as eu un bac à 4? Oui, j'ai eu un bac à 4. J'ai fait un parcours juriste. Mais le juriste, il est curieux. Et c'est ça qui m'a amené vers le numérique. Mais j'aimerais m'attarder sur quelque chose qui est de plus en plus en vue. C'est le comportement de nos jeunes enfants. Ils sont venus à l'ère du numérique et ils se comportent purement comme tels. Et que nous le voulions ou non, ils vont nous démontrer le contraire de ceux qui ont toujours pensé qu'il faut qu'on ait un parcours scientifique pour devenir quelqu'un qui est bon dans le numérique. Ils le démontrent assez. C'est vrai que le gouvernement a fait déjà des efforts sur le curricula de formation. C'est vrai qu'on a essayé d'améliorer les choses, mais on doit faire encore plus. J'ai rencontré le promoteur de Andela, qui est rwandais, qui m'a expliqué un peu comment ils sont arrivés au Rwanda à inculquer le numérique. Déjà à 15 ans, le jeune homme, il est déjà dans l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on peut faire et je pense que aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'heure pour nos décideurs, c'est l'heure pour nos formateurs de se recycler en quelque sorte et de pousser le numérique. Le numérique, c'est notre richesse. C'est important. Nous allons continuer avec la seconde vidéo de African Geek et on revient juste après pour en parler. Ah, Corinne, quand elle passe, tous les types du quartier se retournent. Jeune entrepreneuse, as de la mode, reine du tissu artisanal. Oh oui, elle sent la réussite et pourtant, ça n'a pas toujours été aussi simple pour elle. Tu peux pas tout arrêter comme ça, non. C'est pas une bonne idée ça. Si, j'arrête tout. J'arrête mon taf à la banque et je vais créer ma marque de vêtements. Non mais je vais aller conquérir l'Afrique. Si, je te jure, j'ai plein d'idées. Je vais remettre au goût du jour les tissus africains. Je vais faire des t-shirts, des vestes, des sapes originales. Mais oui, j'en ai marre de faire un job qui me plaît pas. Je vais faire un truc qui me plaît. Tu comprends? Oh, tu vas où? Je vais poser ma démission et je vais me mettre à créer. Désolée, mais j'ai du travail qui m'attend. C'est ça que j'aime bien chez elle. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. 2 jours plus tard, elle est venue me voir et... Regarde, c'est le futur modèle de ma collection homme. Touche cette qualité, tu trouveras pas ça ailleurs. Waouh! Du coton! Mais c'est révolutionnaire comme matière ça, dis-moi! C'est pas n'importe quel coton, c'est du coton bio du Mali. Du coton bio du Mali? Et t'as fait ça toute seule? Bah ouais, mais t'as encore rien vu, j'ai plein d'idées. Il faut juste que je les vende en boutique. Non, va pas dans les boutiques, crée ton site plutôt, hein, et vends directement tes produits via ton site, parce qu'en boutique t'auras jamais de place, ça c'est sûr. Mais ouais! Mais c'est trop bien ça! J'y vais! Je parie que dans 3 secondes elle sera de retour. 3, 2, 1... T'as dit créer un site? Mais je m'y connais pas moi en informatique. Tu sais très bien que c'est un truc de mec. L'informatique, un truc de mec. Sacrée Corinne. Bah, tu viens d'où? C'est mon dernier jour de cours. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Ah, tu veux dire que tu vas enfin pouvoir commencer à développer ton projet de vente en ligne? Ah non, mais ça je l'ai déjà développé pendant les cours de travaux pratiques encadrés par les formateurs. Tu as en face de toi la créatrice de la première application de gestion de garde-robe personnelle. Et le site alors? Tu parles d'application, mais le site marchand, t'as oublié? Non mais t'es totalement has-been, mon pauvre ami. Tu devrais t'intéresser un peu plus aux nouvelles technologies. Hein. Tu saurais que le potentiel du téléphone mobile est inégalé en Afrique. Excusez-moi du peu. Je veux pas lui en vouloir. Moi aussi. Je trouve ça vraiment instructif. Et des idées qu'elle a eues, mais la réalisation, c'était pas
donner en fait. Mais pourquoi toujours beaucoup de filles pensent que le numérique c'est le domaine de prédilection de la gente masculine? Bon, je dirais que c'est une idée reçue, hein, comme dans beaucoup de domaines. Mais ce que je sais, c'est que quand une femme fait la technologie, elle réussit ça bien. Ça, je le sais parce que nous, les femmes, on est méticuleuses, on est multitâches. Donc, mais il faut beaucoup de sacrifices, des heures de programmation. Il faut sacrifier beaucoup de choses si vraiment... Vous avez vu, elle a sacrifié son temps. Aussitôt qu'elle avait l'idée, elle allait déjà faire quelque chose. Et au finish, elle est venue avec une application de gestion de garde. Une garde-robe personnelle. Aujourd'hui, les femmes savent ce que non seulement les femmes veulent, mais aussi ce que les hommes veulent. C'est ça la différence entre nous. Désolée. Ah oui. C'est ça la différence entre nous. Tu penses qu'elle exagère? Non, pas du tout. Hein. Donc c'est une opportunité pour nous les femmes de pouvoir apprendre à avancer dans le domaine numérique, créer, innover. Et aujourd'hui, avec le e-commerce, les femmes peuvent déjà innover avec le e-commerce. La gestion de garde-robe, ça c'est une idée. Voilà, tu ne l'avais pas, elle te l'a prêté. Merci. Cette dernière phrase qui m'a marqué, le potentiel du téléphone mobile est inégalable en Afrique. Ça veut dire quoi en réalité? Le potentiel du téléphone. Je vais rebondir dessus en prenant l'exemple de tout à l'heure, le mobile money. Okay. Pourquoi est-ce que le mobile money est né en Afrique? Mais beaucoup ne le savent pas. Hein? On pense que ça vient de l'Europe. Les gens ne le disent jamais. C'est l'Afrique. C'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise le téléphone en Afrique. Peut-être, c'est vrai que ça a un côté négatif. Tout le monde est plongé aujourd'hui dans le téléphone, le WhatsApp. Mais ça a son avantage. Tu veux dire que les relations humaines sont affectées? Yeah. Oui, mais on n'y peut rien. On n'y peut rien. Déjà, Covid est venu ajouter son cours de matos. Mais aujourd'hui, on n'y peut rien. Le numérique, c'est partout. Et beaucoup plus dans les téléphones. Tout le monde a la capacité de s'offrir un téléphone, pas un ordinateur. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'en Afrique, le téléphone constitue plus de potentiel. Et aujourd'hui, les applications mobiles sont en train de dominer les applications web. Donc, ça constitue une grande source de revenus pour tous ceux qui veulent se lancer dans une innovation. Merci beaucoup. Emifa, je crois que tu enseignes. Tu enseignes dans le numérique. Donc, est-ce que tu peux nous parler des compétences numériques nécessaires pour contribuer aux enjeux du développement national? En termes de développement national aujourd'hui, déjà les compétences que toute personne doit avoir, ce n'est pas seulement la jeunesse. Il faut savoir utiliser un ordinateur connecté à Internet. Je ne dis pas savoir utiliser ordinateur simplement, mais connecté à Internet. Donc aujourd'hui, quand je vois une personne, la personne me dit « Je peux parler Minan ?» Et la personne me dit 2 secondes, oui. Je dis non. Est-ce que tu fais Flouze? La personne me dit oui. Est-ce que tu fais Timoni? La personne me dit oui. Je dis est-ce que tu fais WhatsApp? La personne me dit oui. Je dis mais comment tu fais WhatsApp? Elle dit je fais des audios. Elle dit donc tu as de la compétence numérique basique déjà pour faire de l'informatique. Je ne sais plus c'est au Kenya ou bien au Rwanda. Vous savez, au Kenya, il y a une dame qui n'a jamais été à l'école, mais on l'a formée à l'informatique. Elle a créé une entreprise où on forme des jeunes à l'informatique. Et en même temps, ils sont formés et en même temps travaillent dans le centre et produisent des solutions numériques. Donc, formation, travail dans le même environnement. Comment ça s'est fait? Elle est passée par l'alphabétisation d'abord. On l'a en même temps donné le numérique. Aujourd'hui, le numérique est facile à donner. Et moi, je pense d'ailleurs faire un programme en minant. Rien que avec enseigner, oui, rien que enseigner tout ce qu'on va enseigner, mais il y aura des mots en ordinateur, mais
le fait de dire à la personne, au point où tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, c'est fini, la personne va acquérir des compétences. C'est un défi, mais on peut le faire. Donc, c'est donc le côté alphabétisation avec le numérique. On dit quelque chose, les prochains analphabètes seront qui? Ceux qui ne maîtrisent pas le numérique. Plus l'informatique. Oui. Et en plus l'anglais. Merci beaucoup, Darwin. Oui, j'aimerais abonder dans le même sens que MFA. L'école 48 de Xavier-Niel à Paris a démontré jusqu'à preuve du contraire qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir des prérequis en informatique. C'est une école qui démontre que on peut, avec la volonté, l'audace, la ténacité, arriver à défier toutes les concurrences. Donc je crois qu'il faut arrêter ces stéréotypes. C'est vrai que le curricula nous a toujours orientés vers un sens, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est possible de rompre toutes ces barrières. Vous serez surpris, mais nous sommes presque à la fin de l'émission de cet après-midi. Mais je voudrais demander à Augustin, que peux-tu dire de l'expérience que tu es en train de faire avec le numérique aujourd'hui? Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui a le bac, qui s'est promené, qui a pris 3 ans pour réfléchir et savoir ce qu'il veut faire? Mais en fin de compte, qu'est-ce que tu lui dirais? Ok, d'abord je vais commencer par les prérequis, comme ils l'ont dit. Aujourd'hui, l'informatique, pour entrer dedans, tu n'as besoin... Tu as 2 secondes. Hein? Ok, tu n'as besoin que de 3 choses, savoir lire, savoir écrire, savoir compter. C'est fini. Après, c'est ta détermination qui est importante. Et ce que j'ai connu dans ce métier stressant pour les autres, mais très passionnant pour moi, c'est combien tu te mets à jour chaque jour. Tu apprends un truc aujourd'hui et demain, c'est déprécié. Tu vois un peu. En gros, c'est la passion qui fait la différence. Il faut s'actualiser tous les jours. Mais si tu n'as pas la passion, tu ne peux pas. Et le conseil du coup que je pourrais donner à mes jeunes frères qui sont en train de nous suivre, c'est commencer déjà par briser les préjugés qui sont déjà là par rapport au niveau d'études qu'il faut avoir, par rapport à la gente féminine qui n'est pas taillée pour ce métier. Et quoique, 3 points de suspension. D'accord. Et se lancer vraiment. C'est la détermination au finish qui fait la différence. Merci. Et M. Bemiga pour son mot de fin. Moi, pour clôturer, je dirais que le numérique n'est pas qu'informatique. Si vous faites de la vidéo, vous faites du numérique. Si vous faites de la communication, vous êtes journaliste à la base, vous pouvez faire du numérique. Si vous êtes graphiste, vous faites du numérique. Et juste pour un chiffre, la vidéo aujourd'hui, pour une entreprise, juste une pub d'1 minute 30 secondes, peut coûter jusqu'à 3 200 €. Donc, ce n'est pas petit. Donc, choisissez un domaine qui vous passionne. Si c'est l'art qui vous passionne, choisissez un domaine, le métier du numérique dans l'art. Si c'est l'informatique qui vous passionne, choisissez le métier du numérique dans l'informatique. Donc voilà ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, nous sommes à la fin de notre échange de cet après-midi. Je remercie chacun pour son apport. Il est probable, voire évident, que près de la moitié des métiers existants aujourd'hui pourraient disparaître d'ici 2025. Et pour rester dans la course, il est nécessaire de développer beaucoup de compétences numériques. Aujourd'hui, au plateau, j'ai eu des invités, vous l'avez remarqué, qui font partie de la génération des jeunes qui innovent, transforment et qui sont déterminés à réussir dans le numérique. De ma gauche vers ma droite, j'étais avec Emefa Pegba, elle est tech entrepreneur et manager général de Technopole Sarl, une entreprise, je l'avais dit, qui produit des solutions techniques et fournit des formations en numérique. Ensuite, nous avons Darwin Yaovi, il est le cofondateur de la start-up Dashmake. À ma droite, Bemiga Ogubi, il est le directeur technique général et cofondateur de DIS, Digital and Innovation Service. Enfin, Augustin Badjene, il est développeur Java Full Stack. Aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience que le numérique est l'un des secteurs qui peut résoudre la problématique de l'emploi en Afrique. Donc, faire une formation, pas seulement une formation, mais une formation de qualité dans le numérique, c'est donc préparer un métier d'avenir. Pour finir, je voudrais remercier
3 personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je remercie Monsieur Douglas Mbiandou, qui est le président de l'association 10 000 codeurs et directeur du centre de formation OBGIS, deux structures qui ont pour vision de faire de l'Afrique un poumon de l'industrie numérique en fédérant experts et centres de formation afin de fournir aux jeunes les compétences recherchées par les entreprises dans les métiers du numérique. Je remercie aussi Monsieur Kosi Vouti, qui est expert dans le numérique. Je remercie Monsieur Yao Djochi, manager en marketing digital. Ils sont tous en France. Le virus de la Covid continue à circuler. Protégez-vous. Je vous retrouve samedi. Au revoir.